Sur la côte est de Dakar, au Sénégal, s'étend une des plus grandes baies du monde. Les 15 kilomètres de sable fin de la baie de Han étaient encore il y a quelques décennies un paradis pour les pêcheurs et les baigneurs. Un paradis perdu qui peu à peu s'est transformé en purgatoire pour les populations. Ancien gendarme et chef d'un des quartiers de la commune, Malang est affecté à la brigade de Han au début des années 60. Il se rappelle avec nostalgie du temps où les Dakarois venaient nombreux profiter des eaux limpides de la baie. Il y a une trentaine d'années, la plage de Han était comme Rio de Janeiro au Brésil. Ordures abandonnées à même la plage, absence de réseau d'évacuation des eaux usées, pollution industrielle, voirie impraticable, inondations, autant de plaies qui se sont abattues sur cet Eldorado et qui au fil du temps ont transformé la baie et le village de Han en dépotoirs insalubres. En cause, l'absence d'un plan d'urbanisme dans un quartier qui a vu sa population passer de quelques centaines d'habitants à peine à plusieurs dizaines de milliers. Vous savez, il y a eu des populations qui sont venues de l'extérieur du Sénégal pour venir habiter Han. Les plus pauvres ont choisi Han parce qu'il n'y avait pas de contrôle. À l'époque, c'était le dignitaire, l'ancien chef de village, qui donnait les parcelles comme ça, gratuitement. La pêche, principale ressource économique, souffre de la pollution qui empoisonne la baie. La santé des plus jeunes est menacée par les coliformes et les bactéries qui se sont développées et provoquent de graves pathologies. Pourtant, au début des années 80, un projet de dépollution et de rénovation avait été envisagé. Le manque de concertation et de moyens avait fait échouer l'initiative. Étant jeune, je me souviens, moi, en 84 déjà, mon défunt père parlait de restructuration du quartier, de ce quartier. C'est un projet allemand. Les papas, on était encore jeunes. Les papas et les mamans qui étaient là, on dignait. On l'a envoyé à Dalifort. Ouais. Ils ne croyaient pas parce que bon, c'est un village traditionnel où ils sont encore ancrés dans leur tradition. Aujourd'hui, un plan de grande ampleur a finalement vu le jour. Initié par un financement de l'Union européenne, la restructuration totale de la commune de Han va pouvoir démarrer. En étroite collaboration avec l'État, c'est la délégation de l'Union européenne au Sénégal qui supervise la bonne exécution des travaux. C'est le ministère de l'Urbanisme, à travers la Fondation Droit à la Ville, qui nous propose ce projet. Et donc, ensemble, avec le ministère des Finances et l'Union européenne, on évalue la priorité de ce projet et on donne ensuite notre accord pour le financer. C'est un projet d'un coût global de 19 534 000 euros, dont 2 134 000 euros de contribution du gouvernement du Sénégal. Donc c'est un projet, encore une fois, qui est extrêmement important et qui permettra d'améliorer le caractère urbain de ces quartiers traditionnels. Convaincre une commune de 50 000 habitants des bienfaits de travaux qui s'étaleront sur 4 années a donné lieu à d'interminables palabres. De nombreuses interrogations demeuraient quant à la faisabilité du projet. Combien de maisons devraient être en partie ou totalement démolies pour élargir la voirie? Le délicat problème des inondations serait-il résolu? Quelles seraient les retombées sur les activités économiques? Et surtout, les familles dont les maisons auront été détruites bénéficieront-elles d'un nouveau logement au sein même du village? C'est là qu'intervient la Fondation Droit à la Ville. Mandatée par le ministère des Finances, la Fondation a pour but principal d'évaluer la nature des travaux et de les mettre en place en concertation directe avec la population. À base du travail, c'est le plan de restructuration qui est validé avec les populations. C'est eux qui ont décidé de là où les voies doivent passer, de telle ou telle, et les réserves d'équipement de telle ou telle maison qui doit être impactée. Si aujourd'hui l'adhésion est unanime, il aura fallu près de 3 ans pour convaincre les nombreux opposants des avantages économiques et sociaux du projet. Les réunions là, c'était vraiment houleuse. Des réunions où, on ne s'entendait pas tellement. Parce que pour certains, c'était des bluffs. Pour d'autres,
ça aura un début mais pas une fin. Ouais. Chacun en tout cas il y allait de sa propre interprétation. Mais nous à notre niveau, nous y croyons après. On a dit que c'était possible. On a sensibilisé les gens parce que beaucoup ne voulaient pas. Beaucoup ne voulaient pas de cette régularisation parce que c'était des autochtones pêcheurs qui ne voulaient pas quitter la plage. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une adhésion totale aujourd'hui. Il n'y a pas de réticence. Vous ferez le tour de la commune, vous ne verrez pas une personne vous dire que moi, je ne suis pas d'accord, je n'adhère pas au quartier. Restait encore à régler un détail d'une importance vitale pour les pêcheurs, premiers acteurs économiques du village et dont une grande majorité verront leur maison en bordure d'océan démolie. Le relogement au sein même du village. Et pour surmonter cet ultime obstacle, une zone de recasement a été aménagée où 150 habitations verront bientôt le jour. L'enjeu de ce projet, c'est qu'il fallait trouver un site pour recaser toutes les maisons qui seraient déplacées. On ne peut pas faire un projet de restructuration sans avoir une zone de recasement. L'État l'a compris très tôt, c'est pourquoi elle a acquis ce terrain-là qui a une superficie de 2,48 hectares pour servir de zone de recasement. Donc, quand ils m'ont parlé de lotissement, je dis en tout cas, je suis d'accord pour un lotissement, mais à une condition, qu'on ne m'amène pas vers Diamniadio, que je reste dans la capitale. Il a fallu des combats intenses, les populations se sont soulevées, on s'est battu, avec les autorités bien sûr, jusqu'à ce que le terrain de Monassara puisse en fait nous revenir. Dernier argument qui influença positivement les plus récalcitrants, l'obtention d'un titre foncier. Jusqu'à présent, les ventes se faisaient de gré à gré, les legs par héritage et sans aucun contrôle des services de l'État. Pour moi, c'est l'élément fondamental du projet. La régularisation foncière qui permet de sécuriser l'investissement déjà fait et l'investissement prévu ultérieurement. On veut que les gens puissent, par le foncier, avoir accès à du crédit pour développer du commerce, prendre des emprunts et développer une activité économique. Ce qui valorise davantage le quartier, c'est quand même la régularisation foncière. Développer l'économie et valoriser le village pour lutter contre la pauvreté, principal vecteur de l'immigration et de la radicalisation des plus jeunes, c'est une des raisons prédominantes pour laquelle l'Union européenne s'investit financièrement dans ce projet. Que la finalité soit morale ou pragmatique, cet engagement ne peut qu'être bénéfique à toutes les parties. On lutte contre la pauvreté en finançant par exemple des infrastructures de base qui permettent, comme l'eau et l'assainissement, de réduire les maladies hydriques, qui permettent que les enfants aient moins de maladies liées à la nutrition, qui peuvent se développer correctement, qui peuvent donc suivre un cursus scolaire correct et qui peuvent ensuite contribuer eux-mêmes à leur pays, au développement de leur pays. Finalement, d'atteindre un niveau qui permette de partager les richesses au niveau mondial et de ne pas créer une cassure entre des pays extrêmement pauvres au sud et des pays extrêmement riches au nord. Si on n'aide pas à résoudre les problèmes au niveau global, et un jour ou l'autre, ça va nous rattraper. La fin de cet immense chantier est prévue pour octobre 2020. Pendant près de 4 ans, la vie de ce bouillonnant quartier de la capitale sénégalaise sera rythmée par le bruit des travaux. Pour commencer, destruction totale ou partielle des maisons permettant la création d'une voirie adaptée. La largeur des rues sera comprise entre 8 et 10 mètres et permettra en premier lieu le ramassage des ordures ménagères. La libre circulation des véhicules rendra ensuite possible la réfection des réseaux d'électricité et de téléphonie et facilitera l'accès au commerce de proximité. La restructuration permettra surtout de résoudre le problème majeur qui hante les habitants, les inondations. Durant les 4 mois que dure l'hivernage, la saison des pluies, la majeure partie du village est en effet envahie par les eaux. La grosse épine qu'on nous enlève du pied, c'est les inondations. Parce que quand vous n'avez pas un système d'évacuation, que vous rentrez dans une maison et que vous faites 2-3 marches et vous voyez que vous êtes dans un trou, la question que vous allez vous poser, c'est qu'en période d'hivernage, qu'est-ce qui se passe?
on a énormément de problèmes d'assainissement. Quand il pleut, tu ne dors pas, tu es obligé de prendre ton seau pour évacuer l'eau. Tu vois, on habite à quelques mètres de la mer, mais on n'a pas d'assainissement. Maintenant, la situation est beaucoup plus préoccupante. C'est grave. En saison de pluie, tu ne marches pas dans le village, c'est pas possible. Oui, il n'y a pas de réseau d'assainissement. C'est inexistant. La fin des inondations passe également par une remise à neuf complète des réseaux d'assainissement. Actuellement, des rejets et stagnations en de nombreux endroits d'eau insalubre mettent en danger la santé des plus jeunes. Les conséquences sanitaires sont dramatiques. Que ce soit sur la plage ou dans le village, les écoulements dus au débordement de fosses septiques favorisent le développement de micro-organismes pathogènes et de coliformes fécaux qui amplifient les risques de dermatose, hépatite ou salmonellose. Les enfants ont toujours des maladies, surtout les maladies diarrhéiques. Il y a aussi les maladies de poumons. Il y a les vers. Chaque 6 mois, on déparasite les enfants parce que l'eau qu'ils consomment n'est pas de bonne qualité. Et les gens ne croient pas encore que la mer est polluée. Vous voyez, les gens se baignent et c'est très dangereux. Cependant, le volet le plus important de cet ambitieux projet est la dépollution complète de la baie de Han. L'océan est souillé par des milliers de mètres cubes de déjections, tant industrielles que ménagères, que déversent quotidiennement les canalisations des égouts à ciel ouvert. Phosphate, ammoniac et métaux lourds empoisonnent la baie. Ici, les taux de pollution sont 40 fois supérieurs aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Les ressources halieutiques en pâtissent. Les espèces marines se font rares ou sont impropres à la consommation. Et la survie du village est implicitement liée aux ressources de la pêche. Ce projet de restructuration est un volet du projet de dépollution de la baie de Han. Et permettre que cette baie-là, avec ce projet, puisse redevenir ce qu'elle était, qu'elle puisse retrouver son lustre d'antan et que nous puissions nous féliciter d'avoir, en tant que gouvernement et avec l'appui d'un partenaire de choix qu'est l'Union européenne, contribué à redorer le blason de cette baie, à lui faire retrouver son lustre d'antan pour qu'elle redevienne ce qu'elle était au bénéfice des populations. On ne peut rénover le quartier sans assurer sa pérennité. Il faut impérativement faire en sorte que les mœurs se changent pour ne pas revenir au point de départ d'ici 5 ou 10 ans. C'est pourquoi il est important d'éduquer autant les enfants que les adultes sur les comportements à proscrire pour préserver la qualité de vie de ce quartier. Et je souhaite que je sois vivant encore quand les travaux de Han seront terminés.